Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En juin 1928, par contre, le temps familial n'est plus tellement à la fête. L'affreux verdict vient de tomber. Jean a contracté la tuberculose. Sa fatigue chronique s'explique enfin. À cette époque, vous savez, j'ai fait une émission là-dessus, la maladie tue des millions d'hommes et de femmes dans le monde. Plusieurs centaines de soldats, plusieurs milliers de soldats l'ont contracté dans la promiscuité des casernes et des tranchées. Jean, évidemment, n'y a pas échappé. Cette année-là, il ne pourra pas participer à la réunion familiale de Noël. En janvier 1930, nouveau coup de massue pour les Brunoff. Marguerite meurt d'une pneumonie foudroyante. Ce soir-là, en rentrant de ses bureaux de comédia illustré, Maurice la retrouve inerte, dans son fauteuil, un tricot à la main. On aurait presque dit qu'elle dormait. Alors que Jean était son fils préféré, Marguerite ne le verra jamais réaliser son plus grand accomplissement, la publication de Babar. D'ailleurs, pour nous, il est quand même temps d'en parler. La santé de Jean, je vous l'ai dit, est catastrophique. L'humidité des bords de Marne ne fait pas du bien à ses poumons. La famille décide sur les conseils des médecins de passer les mois de juillet et août dans le village de Montroc, près de Chamonix. Ce dont le malade a le plus besoin, c'est d'air et de soleil. Et puis ensuite, ils reprennent le train pour Paris. Pendant le voyage, le petit Mathieu se gave de pâte d'amande. Les enfants, vous savez, ne savent absolument pas se restreindre sur ce genre de choses. Évidemment, ce qui devait arriver arrive. Pardon pour ce qui suit. Il passe le reste du trajet à vomir partout et tout ce il vomit et tout ce qu'il a dans l'estomac finalement. Le soir même, alors que son mal de ventre persiste, évidemment, ça tient un petit peu, ça le tient réveillé en tout cas. Cécile, sa mère, monte le voir dans la chambre qu'il partage avec son grand frère. Elle l'installe dans le lit de Mathieu, juste à côté de lui. Elle s'installe, dans son lit. Elle se met dans un élan soudain à lui raconter une histoire. Il faut absolument détourner son attention de ces maux de ventre. C'est pas le fort de Cécile, les histoires. Pourtant, les mots sortent de sa bouche sans qu'elle ait à y réfléchir à deux fois, et ses phrases s'enchaînent miraculeusement. Laurent, aussi étonné que son petit frère, est tout autant captivé par ce qui se passe, écoute avec attention. L'histoire commence avec un jeune éléphant et sa mère, au milieu de la forêt africaine. Alors que les premiers instants sont paisibles, le récit tourne très vite au drame quand un chasseur fait son apparition. Les deux éléphants, paniqués, se mettent à courir, à en perdre haleine. Laurent et Mathieu sont avec eux au milieu de la forêt, haletant au même rythme que les animaux épuisés. Finalement, le chasseur rattrape les fuyards, la mère est touchée. Le petit éléphant, désormais orphelin, continue de courir jusqu'à l'orée de la forêt où il découvre une ville immense. Il reprend son souffle quelques instants, admire le nouveau monde qui s'ouvre à lui et s'y aventure, laissant son ancienne vie derrière lui. Là-bas, en ville, il rencontre une vieille dame qui l'accueille comme le ferait une mère. Mais Mathieu s'est endormi. Cécile a réussi sa mission, alors doucement, sans bruit, elle descend du lit et sort de la chambre des garçons. En refermant la porte derrière elle, elle se félicite de son exploit. Laurent et Mathieu vont pouvoir se reposer, tout va bien. Pourtant, là n'est pas l'importance de la soirée. Cécile ne le sait pas encore, mais elle vient tout simplement d'inventer en un instant le premier tome des aventures de Babar. Le lendemain matin, Mathieu est en pleine forme et il n'a qu'une hâte, c'est de raconter l'histoire miraculeuse du jeune éléphant à son père. Et à la table du petit déjeuner, Jean écoute attentivement ces deux garçons lui débiter d'un air enjoué tous les détails du récit de Cécile. Et c'est alors que presque mécaniquement, il s'empare du carnet qu'il a toujours à côté de lui et il se met à dessiner les scènes que ses enfants lui décrivent. Mathieu et Laurent, fascinés, découvre là les premières images de Babar et il le supplie d'inventer la suite et c'est ce que Jean va faire. Un mois plus tard, une première version des aventures de Babar est terminée. Et lorsque Michel la lit, il est stupéfait. Son petit frère a vraiment un incroyable talent. S'il n'en doutait pas avant, c'est vrai, là il est définitivement convaincu. Il faut absolument qu'il accepte de l'éditer. Maurice, lui, a toujours essayé de convaincre Jean de faire un livre pour enfants et son fils a toujours refusé. Mais cette fois, c'est différent. C'est pas Maurice, c'est pas papa qui le lui demande. C'est Michel, son grand frère attentionné, son grand frère au cœur tendre. Du coup, Jean accepte sa requête. Lucien est aussi convaincu que Babar peut faire un carton.
Il décide avec Michel de l'éditer aux éditions du Jardin des Modes, une revue qui appartient à Condé Nast, où Michel est rédacteur en chef. Spécialisé en édition de magazines de mode, qui plus est d'une qualité remarquable, je vous l'ai dit, les deux beaux-frères ont une idée très précise de la forme que devrait prendre Babar. Le petit Jean a du talent, ça c'est une chose, ils en sont tous les deux conscients, et même très fiers. Ce serait dommage de gaspiller ces magnifiques aquarelles en les restreignant au format de petites vignettes comme habituellement c'est présenté dans les magazines pour les enfants. Non, Michel et Lucien pensent à tout autre chose. Pourquoi ne pas utiliser les mêmes ressources techniques que pour leur revue de mode ? Babar doit être édité en grand format avec des doubles pages illustrées entourées d'espaces vides pour laisser les images respirer. Les illustrations de Jean sont lumineuses, magnifiques, presque féeriques. En dessous, l'écriture cursive qu'il a imaginée donne à l'album un air de cahier d'écolier. L'idée est assez révolutionnaire et elle plaît beaucoup au Brunoff. En 1931, l'histoire de Babar, le petit éléphant, paraît aux éditions du Jardin des Modes. Cécile, qui a quand même inventé elle-même le récit du premier tome, refuse d'apparaître au crédit de l'ouvrage. Jean signe donc à contre-cœur de son nom unique. Et c'est un succès immédiat. Jean, qui dépendait jusque-là de l'argent de Maurice, gagne enfin assez d'argent pour s'émanciper de son père. À 30 ans, il goûte enfin aux joies de l'indépendance financière. Et déjà, on lui demande un deuxième tome. Il s'appellera Le Voyage de Babar, ça il le sait déjà. La machine est en route, l'empire Babar vient de commencer. Si le succès du plus jeune des Brunoff est une grande source de bonheur pour toute la famille, c'est pourtant tout autre chose qui occupe à ce moment-là l'esprit de Lucien. Et oui, ça fait déjà plusieurs mois, longs mois, que le rédacteur en chef de Vue fait des pieds et des mains pour obtenir l'autorisation de la part de l'URSS de poser le pied sur leur territoire. La société soviétique est un sujet absolument fascinant aux yeux de Lucien et il veut pouvoir l'observer de près avant d'en faire un reportage. Alors ce que je vous propose, c'est que nous verrons tout ça dans un deuxième épisode qui va être tout aussi long puisque nous allons y voir ce voyage, nous allons y voir bien entendu la Seconde Guerre mondiale et puis la fin de cette famille extraordinaire. J'espère vous avoir donné l'envie d'écouter la suite. On se retrouve dans une semaine. Salut. Timeline. Richard Fremder.